et ses fesses. Ouais. Énorme. Pourquoi elle avait des énormes fesses comme ça? C'est quand même bizarre, c'est au même niveau que les fesses, les seins. Peut-être parce qu'avant c'était comme ça. Et ça signifie quoi alors? Hein? Ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie quoi? Donc on est face à une petite sculpture d'une douzaine de centimètres à peu près de hauteur et qui a une accentuation de certains des fragments du corps, notamment les seins, les fesses, le ventre. Et à l'inverse, eh bien, une très faible représentation en termes de détail des extrémités, que ce soit la tête ou les pieds. Quand les Vénus sont découvertes, et en particulier quand la Vénus de Lespugue est découverte en 1922, le regard occidental est prêt à recevoir ces objets. Il les reçoit comme des chefs-d'œuvre parce que le regard est préparé par l'art moderne, par les audaces du cubisme en particulier, mais aussi, pourquoi pas, puisque nous sommes en 1922, par le style art déco. Ce sont des années de la forme pure, c'est les années d'une statuaire lisse et sublime, et très souvent une statuaire qui est vouée d'ailleurs au corps féminin. On comprend que ça ne pouvait que fasciner les contemporains. Il y a donc là la rencontre entre un regard et les objets qui surgissent devant ce regard, un regard qui ne peut que produire l'idée du chef-d'œuvre. Et donc, comme souvent avec les objets archéologiques, notamment ceux issus des anciennes découvertes, il y a un peu un contexte un peu singulier. En effet, donc, elle a été découverte sur ce site de Lespugue, en Haute-Garonne, à la fin du programme de fouilles qui était mené par le comte de Saint-Péry à l'époque. Cette découverte, elle a été faite au travers d'un coup de pioche qui était donné dans justement l'un des lambeaux qui était en train d'être fouillé. Coup de pioche qui a permis sa découverte, mais qui l'a aussi fragmenté. Et donc, elle a été presque dans l'immédiat, en tout cas juste après sa découverte, rassemblée, restaurée, là aussi presque dans les jours, dans les semaines qui ont suivi. Et c'est dans cet état de restauration qu'elle nous est parvenue aujourd'hui, ce qui la rend évidemment exceptionnelle, mais aussi fragile. Ces artistes connaissaient parfaitement les matériaux, leur structure et leurs caractéristiques. On a très bien vu que le sculpteur a utilisé l'extrémité de la défense, qui est la partie la plus apte à être sculptée, puisqu'elle ne comporte aucun vide. Il n'y a pas la chambre pulpaire, puisqu'il ne faut pas oublier que la défense de mammouth, c'est une dent, c'est une incisive. Le sculpteur a essayé de détacher les bras et on voit comment son geste a permis de percer l'ivoire pour détacher les deux bras. Très intéressant, à la fois par la face avant et par la face arrière. On arrive finalement à distinguer plusieurs types d'altérations. Celles qui sont liées à l'enfouissement, donc entre 26 000 avant Jésus-Christ et le moment de la découverte, ce sont des manques, ce sont des fentes, et ce sont aussi les dépôts noirs d'oxyde de manganèse que l'on observe en surface. Ensuite, depuis la découverte, bien sûr, il y a eu des moulages et à chaque fois qu'on a moulé l'œuvre, on a ajouté des produits pour essayer de démouler, etc. Le but de notre intervention est de retrouver l'œuvre au plus près de ce qu'elle était après la première restauration, en quelque sorte, au moment où les différents fragments qui ont été trouvés lors de la fouille ont été rassemblés et recollés ensemble. En fait, on va faire plutôt une dérestauration de tout ce qui a été fait depuis pour retrouver son état, entre guillemets, originel. On a ces statuaires féminines et pas masculines, il faut bien le dire. On n'a pas du tout d'équivalent au niveau de la thématique masculine en termes de représentation. Encore une fois, c'est toujours très compliqué et très délicat de se lancer sur le champ des interprétations parce que toutes celles qu'on propose, elles sont toujours le fruit d'abord de nos présupposés contemporains, de nos concepts, de comparaisons parfois ethnographiques avec des populations
dont les modes de vie socio-économiques nous amènent à penser qu'ils pourraient avoir des univers spirituels proches de ceux du Paléolithique, mais ce sont des comparaisons souvent assez fragiles et qui ne se basent pas sur des données archéologiques. À chaque époque, au fond, on projette les préoccupations du temps sur la vision que l'on a de l'art préhistorique. C'est ainsi que dans le milieu des années 1990, McDermott a imaginé des autoportraits. Alors, la Vénus de Lespugue, là, trouve sa place là tout à fait dans la démonstration, puisqu'elle confronte deux photos, la photo de la Vénus et d'une femme enceinte, en quelque sorte, vue de ses propres yeux. Et effectivement, le rapprochement est frappant. Et donc, ça permet effectivement d'évoquer la possibilité pour la femme préhistorique d'être elle-même son propre portraitiste, en quelque sorte. Alors, évidemment, on ne peut pas évidemment ne pas penser à la prégnance du féminisme dans ces années-là. Donc, d'époque en époque, on voit bien comment la préhistoire est une sorte d'écran malgré tout un peu vide sur lequel on projette nos préoccupations. Les premières représentations ne pouvaient être que des représentations de déesses mères, de déesses de la nature. Et le nom de Vénus est venu assez naturellement pour désigner ces statuettes. Il y a une dimension probablement symbolique, peut-être spirituelle, pour les groupes humains qui partagent l'Europe aux Gravétiens et qui va être justement échangée, partagée, peut-être en partie commune à l'ensemble de ces groupes. Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux rester beaucoup plus prudent, même si ça peut être très frustrant, ce que je comprends, quant à la symbolique ou au sens que ça peut avoir. Une anthropologue, Claudine Cohen, évoque la notion de fluidité de genre à propos d'une autre Vénus, Weinberg, qui, vue de face, est plutôt féminine et vue de profil, a plutôt un profil de phallus. Et donc on aurait en quelque sorte le masculin et le féminin dans la même représentation. S'agit-il même de représenter véritablement l'être humain ou la femme à travers cette thématique-là? N'y a-t-il pas autre chose, d'autres concepts ou d'autres idées qui sont transmis au travers de ce mode de représentation?